Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Imaginez une pièce sans fenêtre, à l'écart du tumulte de la ville. On est en 1838 dans l'hôtel Saint-Florentin, au cœur de Paris. Le silence est feutré, presque religieux. Sur un lit, un vieil homme, aux doigts noueux et à la bouche fine, expire lentement. À son chevet, des médecins prennent note, des prêtres attendent un signe. Le prince de Talleyrand est en train de mourir. Le lendemain, un domestique découvre, posé sur une table, un petit bocal contenant ce que les médecins ont oublié d'emporter, le cerveau de Talleyrand. Ce cerveau, qui a traversé toutes les révolutions, qui a négocié avec les rois, avec Bonaparte, puis avec Napoléon, avec les Anglais, les Russes, les Autrichiens, ce cerveau qui a menti, trahi, corrompu, mais toujours au nom d'un certain ordre du monde. Que faire de cette matière grise saturée d'histoire ? Le valet hésite, et puis, simplement, il sort dans la rue et jette le cerveau du prince dans l'égout. C'est Victor Hugo qui raconte cette scène dans Chose vue. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hugo, il faut quand même lui reconnaître un certain talent pour cerner les symboles. Talleyrand, c'est une énigme, un monstre de finesse et de duplicité, un homme que Napoléon insultait d'un mot resté célèbre, « vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Un ancien évêque, un ministre de tous les régimes, un diplomate qui a survécu à la Révolution, à l'Empire, à la Restauration. Traître pour les uns, sauveur pour les autres, un aristocrate sans illusion, sans foi, sans loyauté apparente. Et pourtant, un homme qui, plus que tout autre, a servi la France, à sa manière. Alors, qui était vraiment Talleyrand ? Est-ce qu'on peut traverser 50 ans d'histoire sans jamais se salir les mains ? Ou au contraire, faut-il accepter de les tremper dans la boue pour protéger la civilisation ? Et surtout, pourquoi l'a-t-on laissé faire ? Pourquoi, malgré ses trahisons, ses compromissions, ses trafics, ses jeux de dupes, Talleyrand fut-il sans cesse rappelé, consulté, admiré même ? Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va tenter de percer ce mystère. On va entrer dans les coulisses du pouvoir, là où l'histoire avec un grand H ne se fait pas par grand discours, mais par chuchotement. On va suivre le fil d'une vie faite d'élégance, de trahison, de lucidité glacée et de cynisme assumé. Et à la fin, vous comprendrez peut-être pourquoi cet homme, si décrié, si détesté, a su incarner ce que la France a parfois de plus durable, sa capacité à survivre à tout, même à elle-même. 5000 ans d'histoire, Talleyrand, le diable dans un bas de soie. Avant Talleyrand, il y eut un pied. Pas un symbole, pas une métaphore, un vrai pied tordu, difforme. Une malformation, probablement due à une chute de nourrisson ou à une mauvaise naissance, on ne sait pas. Ce pied gauche, qui va le faire boiter toute sa vie, a été sa première condamnation. Parce que dans la noblesse du XVIIIe siècle, on ne plaisante pas avec une chose, c'est l'ordre des choses. Vous savez, l'aîné hérite du nom, des terres, des titres. Le cadet, lui, s'il ne peut pas faire carrière dans l'armée, et Talleyrand boiteux en est exclu d'office, vous avez compris, est envoyé à l'église, dans l'église, avec un grand E. Et c'est là, dans ce geste familial, qui n'a absolument évidemment rien de spirituel, que commence le destin d'un homme qui ne croira jamais à rien, sauf à une chose, l'intelligence. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord est donc orienté très jeune vers la prêtrise, non pas par foi, vous l'avez compris, mais par stratégie. On lui explique qu'il fera une grande carrière dans l'Église, qu'il deviendra peut-être archevêque, cardinal, voire pape, pourquoi pas. Il sourit et il obéit. Il n'y a pas le choix. L'élève est brillant, il apprend vite, très vite, même trop vite pour certains. Déjà, il dissimule ses pensées. On le croit pieux, il est sceptique. On le croit dévoué. En fait, il est observateur. Il lit les philosophes des Lumières sous sa soutane. Il admire Voltaire, Rousseau l'ennuie. Il n'a pas de feu, mais il a un style. Alors il est ordonné prêtre et puis évêque d'Autun en 1788 et immédiatement, il transforme son évêché en véritable salon. On s'y régale, on y joue, on y parle politique. Talleyrand est déjà un homme du monde, un libertin dans tous les sens du terme, notamment intellectuel, un cynique élégant. Il sait que l'Église en fait est un passage, un décor utile, mais pas une finalité.
En juillet 1790, il célèbre la messe de la fête de la Fédération. Vous connaissez l'image, ce prélat au sourire ambigu entouré de milliers de citoyens en liesse à ce moment-là, bénissant la nation, la Constitution, la Révolution. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce jour-là, c'est pas Dieu qu'il sert, c'est déjà la France. Une France nouvelle qu'il ne comprend pas encore, mais qu'il est en train de sentir venir. Alors il s'habille en évêque, mais il pense en philosophe. Il parle latin, mais il pense en français moderne. Il prie, mais il ne croit pas. Et il regarde déjà l'Europe comme un joueur regarde une carte, si vous voulez. Un observateur de l'époque dira de lui « l'âme la moins ecclésiastique qui fut dans l'univers », c'est vous dire. C'est tout à fait exact. Talleyrand est entré dans l'Église comme un acteur entre en scène, avec conscience, avec méthode, et surtout sans illusion. D'ailleurs, plus tard, il écrira « Je n'ai jamais cessé de me regarder comme un enfant de l'Église. Je déplore de nouveau les actes de ma vie qui l'ont contristé. » Mais c'est un repentir tardif, très écrit, très beau. Ça sent davantage l'élégance, si vous voulez, que la contrition. Comme s'il voulait soigner sa sortie autant que son entrée, vous voyez. Ce que Talleyrand apprend dans l'Église, ce n'est pas les sacrements, ce sont en fait les mécanismes du pouvoir, l'art de la hiérarchie, le goût du silence, le poids des mots et surtout l'idée qu'il y a deux mondes, celui des apparences et celui de la réalité. D'ailleurs, il n'a pas 35 ans quand il quitte déjà la soutane. Officiellement, il démissionne. Officieusement, il passe à l'étape suivante. Il a compris en fait que les habits de l'Église ne protègent plus personne et que le vrai pouvoir désormais est ailleurs. Il est dans les assemblées. Vous voyez, le monde a déjà changé. Un homme normal aurait hésité. Il aurait craint le scandale peut-être. Il aurait pensé à son âme. Talleyrand, non, pas du tout. Un jour, il dira « Je n'ai abandonné aucun régime avant qu'il ne se fût abandonné lui-même ». Ça, c'est le genre de phrase que Sacha Guitry adore dans ses films et que je vous conseille de regarder le Talleyrand de Sacha Guitry et tous les films de Sacha Guitry d'ailleurs qui parlent d'histoire parce que Talleyrand est toujours là, omniprésent, toujours très bien joué, très bien dit avec le talent qu'on connaît à Sacha Guitry. Talleyrand est le premier à comprendre que l'ancien monde est en train de mourir. Il a compris ça, mais qu'il ne faut pas le tuer trop vite. En fait, il faut l'amortir, l'accompagner dans sa chute pour mieux s'en servir comme marchepied. Et du coup, de son pied tordu, pardon pour le petit jeu de mots, Talleyrand avance dans un monde qu'il ne respecte pas, mais en fait qu'il comprend mieux que quiconque. Et c'est peut-être là son premier génie. Il ne juge rien. Il observe, il calcule, il attend. Nous sommes maintenant en 1789. L'ancien régime craque de toutes parts. Le roi a convoqué les États généraux et personne, pas même lui, ne sait dans quoi il vient de plonger la France. J'ai déjà eu l'occasion de vous le raconter. Les mots anciens ne fonctionnent plus. Le roi, la noblesse, le clergé, tout ce vocabulaire est en train de vaciller. On parle désormais de peuple, de nation, de droit. Tout ça est nouveau. Et Talleyrand, lui, est au cœur de la machine. Il a été élu député du clergé aux États généraux. Mais il sait déjà que ce monde est foutu, si vous permettez. Il regarde les évêques s'arc-bouter sur leurs privilèges. Il comprend qu'ils n'ont absolument rien vu venir. Alors lui, il bouge, il prend position. Il se fait le chantre de la nationalisation des biens du clergé. Ben oui, c'est plus facile. C'est lui qui, le 10 octobre 1789, monte à la tribune et propose que l'État s'approprie les biens de l'Église pour résorber la dette publique. Scandale, tonnerre, huée, mais il tient bon. Il a compris que la révolution, c'est une affaire de vitesse. Il faut toujours être un pas en avance, quitte à changer de costume en plein acte, mais ça ne va pas le déranger du tout. On le traite de Judas, de sacrilège, de traître, et la légende noire commence à ce moment-là. Le faux prêtre, le voleur d'église, le diable en soutane. Mais pour lui, c'est pas du tout une trahison, c'est une opération comptable, froidement politique. L'État est ruiné, l'Église est riche, on fait les comptes, il faut sauver la France, pas les curés. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.